Bonjour à tous, du coup, moi je suis Maxime, gestionnaire de paye au groupement Epic National depuis plus de 6 ans. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit webinaire pour vous apprendre à lire un bulletin de salaire. Donc, c'est vraiment une présentation globale. On va voir les gros points du bulletin de salaire. Pour vous faire une petite présentation du service salaire, pour rappel, on est spécialiste de la convention collective des centres équestres, donc l'IDCC 7012. On est sur environ une gestion de 750 structures équestres pour environ 2500 bulletins de salaire par mois. Alors pour rappel, les tâches réalisées, donc on établit la déclaration d'embauche pour vos salariés, on réalise les bulletins de salaire, on s'occupe également de la gestion de la déclaration sociale nominative, donc ça c'est la DSN. On s'occupe également de l'établissement des documents de fin de contrat, la gestion du prélèvement à la source, la gestion des arrêts de travail et la réalisation des attestations de salaire. Et on s'occupe également de la réalisation de simulations pour vos futures embauches. Donc, si jamais vous avez des futures embauches et que vous souhaitez connaître un petit peu le coût, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous donner un petit peu le coût que cela peut engendrer. Pour la lecture d'un bulletin de salaire, on va voir 5 parties. Donc, la première partie, on va voir l'entête du bulletin de salaire. Ensuite, on verra les éléments de la rémunération. Ensuite, on verra en petit 3 les cotisations sociales du bulletin de salaire. En petit 4, le brut, le net et l'imposition. Et pour finir, on terminera sur le compteur de congés payés sur le bulletin de salaire. Alors, en petit 1, du coup, l'entête du bulletin de salaire. Donc, sur le bulletin de salaire, on va avoir une partie employeur et une partie salarié. Dans la partie employeur, on va retrouver le nom et adresse de la structure. On va aussi retrouver le numéro de SIRET et le code APE. Donc, APE, c'est l'activité principale exercée. Il faut également que la convention collective qui est appliquée soit inscrite sur le bulletin de salaire. Donc, nous, on est sur la convention collective des centres équestres. Il faut également qu'il y ait le mois de période du bulletin de salaire qui soit inscrit tout en haut à droite. Ensuite, on va avoir la partie salariée. Donc, la partie salariée, c'est ce qui va être le petit carré bleu. Je ne sais pas si c'est bleu pour tout le monde. On va retrouver dedans le nom et prénom et l'adresse du salarié. Le numéro de sécurité sociale, donc qui va être juste à gauche avec le matricule. Donc, le matricule, c'est nous, on utilise le matricule, c'est plus dans l'ordre d'entrée des salariés. Mais après, si vous souhaitez avoir un matricule spécial à votre entreprise, n'hésitez pas à nous le dire. On va retrouver également l'emploi et le statut professionnel, donc ce qui est ici. Donc là, on est sur un exemple d'un enseignant animateur coefficient 130 qui est catégorie 2. La catégorie et le coefficient de son emploi. Et ensuite, il faut qu'il y ait inscrit la date d'entrée et l'ancienneté du salarié. Donc là, voilà ce qui est un petit peu l'entête du bulletin de salaire, ce qu'on retrouve tout en haut du bulletin. Dans la deuxième partie, nous allons voir les éléments de la rémunération du bulletin de salaire. Donc, on va commencer par le salaire de base, donc ce qui est vraiment le plus classique qu'on retrouve. Donc, on retrouve le salaire de base. Ici, nous avons le 130 qui correspond à l'horaire mensuel du salarié. Donc, ici, on est sur un temps partiel, pour exemple. Les 13,32, c'est le taux horaire du salarié. Et après, ce qui nous donne la multiplication de 130 par 13,32, le salaire de base. Ensuite, on peut retrouver également la prime d'ancienneté. Donc, il faut savoir que la prime d'ancienneté, elle se déclenche à partir de 3 ans d'ancienneté pour 3%, et elle peut aller jusqu'à 10% pour 10 ans d'ancienneté. Après, elle s'arrête, elle est plafonnée vraiment à 10%, qu'on ait 11 ou 12 ans d'ancienneté. Donc là, dans l'exemple, on est sur 3%, donc 3% du salaire de base, donc de 1731,60, qui nous donne 51,95. Donc on additionne les 1731,60 plus les 51,95, ce qui nous donne à la fin notre salaire brut avec l'addition des deux. Ensuite, on va pouvoir retrouver diverses primes. Donc là, j'ai vraiment pris l'exemple d'une prime exceptionnelle, mais après, il peut y avoir d'autres primes que l'on peut avoir comme exemple. Donc là, on a une prime exceptionnelle de 100 € brut. Donc quand on verse une prime exceptionnelle, elle s'additionne vraiment au salaire de base, donc aux 1731,60.
Et donc, ça nous donne un salaire brut à 1831,60 qui va être soumis du coup à cotisation par la suite. Maintenant, je vais vous parler des heures supplémentaires et des heures complémentaires. Donc, pour petit rappel, les heures supplémentaires, c'est pour les salariés à temps plein, donc à 35 heures, et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un salarié à temps partiel, donc qui va avoir des heures complémentaires, c'est-à-dire qui vont être majorées à 10% du taux horaire brut. Donc, quand les heures complémentaires sont mises sur le bulletin de salaire, on va prendre le taux horaire brut et on va additionner 10% puisque nous, on est sur un temps partiel et des heures complémentaires. Donc, après, on fait l'addition vraiment du salaire de base plus des heures complémentaires, ce qui nous donne à la fin le salaire brut. Maintenant, on va voir les congés payés. Alors, les congés payés, ici, on est dans un exemple de 6 jours de congés payés pris. Donc, quand on défalque des congés payés sur un bulletin de salaire, on déduit des jours. Donc ici, on a 66,60. Là, on est dans l'exemple de jours ouvrables. Donc, pour trouver les 66,60, en fait, c'est un petit peu technique, mais je vous dis quand même, c'est 1731,60 qui va être divisé par 26. Donc, le nombre de jours ouvrables dans un mois. Et du coup, ça nous donne cette somme. Donc, on déduit vraiment les 6 jours et ensuite, on indemnise puisque ce sont des congés payés acquis par un salarié. Des fois, l'indemnité de congés payés peut être supérieure à l'indemnité déduite. Donc, c'est parce qu'on a deux méthodes d'indemnisation des congés payés. On a la méthode du dixième et la méthode du maintien de salaire. Donc, après, on prend le plus avantageux pour le salarié. Maintenant, je vais vous présenter du coup les absences pour un arrêt de travail sur un bulletin de salaire. Donc, ici, on est sur le cas d'une absence pour maladie. Donc, là, on a déduit 7 jours. Nous, on déduit sur des jours. Mais après, si vous souhaitez qu'on indemnise sur des heures réellement effectuées, n'hésitez pas à nous le dire. Ici, les 57,72 qui sont déduits, c'est la valeur d'une journée. Donc, la valeur d'une journée, nous, on prend le salaire brut divisé par 30, et ce qui nous donne du coup le taux d'une journée. Et après, on déduit les 7 jours, donc pour un arrêt maladie du 8 au 14 janvier. Ensuite, on va retrouver les avantages en nature. On va avoir du coup les avantages en nature qui sont ajoutés au salaire brut, donc ici, donc ajoutés au salaire brut, puis ensuite déduit du salaire net. Ici, l'avantage en nature, il est ajouté au salaire de base, donc il est soumis à cotisation. Ce qui ne va pas être le cas de notre deuxième exemple, du coup, où le salaire de base inclut directement l'avantage en nature. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous signez le contrat, il y a directement une partie du salaire qui est compris dans l'avantage en nature. Maintenant, nous allons passer à la partie 3, du coup, les cotisations sociales. Alors, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2018, il y a eu une mise en place du bulletin de salaire simplifié qui permet en fait une lecture plus lisible des cotisations dues par l'employeur et par le salarié. Là, on a vraiment un regroupement par risque couvert. Les grandes rubriques du bulletin de salaire que nous allons voir. Donc, dans la première partie, nous allons voir la rubrique santé. En fait, ça regroupe la cotisation de sécurité sociale, c'est-à-dire maladie, maternité, invalidité, décès. Et ensuite, on va avoir deux autres lignes qui vont être la complémentaire incapacité, décès, invalidité, donc c'est-à-dire la prévoyance, plus la complémentaire santé, qu'on appelle aussi la mutuelle. Il faut savoir que la mutuelle et la prévoyance sont obligatoires dans les centres équestres. Il n'y a pas de cas de dispense, sauf pour la mutuelle, des cas exceptionnels. La prévoyance, du coup, elle est obligatoire. Nous, on recommande du coup l'ABGIS, qui est l'organisme recommandé par la convention collective. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander pour vous aider à faire l'affiliation. Ensuite, la deuxième rubrique va être l'accident du travail et maladie professionnelle. C'est une seule cotisation, du coup, qui va être patronale. Le troisième bloc, c'est le bloc retraite qui regroupe du coup la sécurité sociale plafonnée, donc c'est-à-dire la cotisation pour la retraite du salarié qui porte uniquement sur la tranche du salaire du plafond de la sécurité sociale. Donc actuellement, au 1er janvier 2024, on est sur le plafond de la sécurité sociale à 3 864 €. Et du coup, il y a la sécurité sociale aussi déplafonnée et la complémentaire retraite, plus la contribution d'équilibre général. Donc, c'est-à-dire en fait la contribution d'équilibre général, c'est ce qui permet de compenser les charges résultant des départs à la retraite pour les salariés de moins de 67 ans.
Ensuite, nous allons passer sur le bloc famille. Donc, il y a une seule cotisation qui est l'allocation familiale. Ensuite, l'assurance chômage. Donc, ça regroupe la cotisation d'assurance chômage plus du coup l'AGS. Donc, l'AGS, c'est la cotisation qui permet en cas de redressement ou de liquidation judiciaire le paiement de l'intégralité des salaires aux salariés de l'entreprise. Ensuite, nous allons avoir les autres contributions dues par l'employeur. Donc, dedans, on va retrouver la contribution de solidarité autonomie. Du coup, c'est la charge patronale destinée à financer l'autonomie des personnes âgées et handicapées. On va avoir également la contribution d'aide au logement, donc c'est le FNAL. On va avoir la contribution au dialogue social. C'est une charge patronale pour le fonds qui finance les organisations syndicales. On va avoir aussi le service de santé au travail. Donc, le service de santé au travail, c'est ce qui va permettre au financement de la médecine du travail. Et après, on va avoir la contribution à la formation professionnelle. Donc, il faut savoir que depuis quelques années, c'est la MSA qui collecte cette cotisation, qui ensuite reverse à Ocapiat. Maintenant, nous allons voir la CSG déductible de l'impôt sur le revenu et la CSG et CRDS non déductible de l'impôt sur le revenu. Donc, la CSG déductible, c'est le prélèvement obligatoire qui participe également au financement de la sécurité sociale. Cependant, cette partie de la CSG, elle est retirée des revenus imposables, contrairement à la CSG non déductible. Et donc, la CRDS non déductible, c'est la contribution au remboursement de la dette sociale. C'est l'impôt qui a pour but vraiment de résorber l'endettement de la sécurité sociale. Et pour dernier point, nous allons voir l'exonération de cotisations employeurs. Donc, dedans, on va retrouver la réduction générale des cotisations patronales, anciennement la réduction Fillon. Du coup, cette réduction, elle permet un allègement des cotisations patronales, mais uniquement pour les salaires qui ne dépassent pas 2 827,07 € brut. Et à cela, on a aussi la réduction générale des cotisations patronales de retraite en exonération de cotisations employeurs. On va retrouver également sur le bulletin de salaire la rubrique réintégration fiscale. Donc dessus, c'est le montant de la part patronale frais de santé qui est réintégré dans le net imposable. Et pour finir, nous allons avoir le montant net social. Donc le montant net social depuis le 1er juillet 2023, donc c'est assez récent. La rubrique montant net social, elle doit apparaître sur le bulletin de salaire. Elle correspond au revenu que les bénéficiaires du revenu de solidarité active, donc le RSA, ou pour la prime d'activité, doivent déclarer pour leurs prestations. Donc en fait, ils ont juste à regarder ce montant sur leur bulletin de salaire plutôt que de faire des calculs. Le montant net social, il se calcule de la manière suivante. En fait, ça va être le salaire brut, moins les cotisations et contributions sociales obligatoires, du coup, au sens de la loi, et les contributions de protection sociale complémentaires. Donc, uniquement à la charge du salarié, ce qui va nous donner le montant net social. Maintenant, nous allons voir dans la quatrième partie le brut, le net et du coup l'imposition. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on a le salaire brut qui est présent en haut du bulletin de salaire. Donc ici, on va retrouver toutes les cotisations qu'on a parlé dans la partie 3, donc avec les grands blocs que je vous ai énoncés. Et après, ce qui va nous donner avec la déduction, le salaire net avant impôt sur le revenu. Et après, il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2019, les impôts nous envoient directement les taux appliqués pour le prélèvement à la source sur le bulletin de salaire de vos salariés. Donc, ce n'est pas nous qui déterminons les taux appliqués, c'est vraiment les impôts qui nous envoient les taux de vos salariés. Donc, pour trouver le salaire net payé qu'on va retrouver ici, mais également tout en bas du bulletin de salaire, il va falloir faire le salaire net avant impôt moins la déduction de l'impôt sur le revenu. Et dans cette dernière partie, je vais vous parler du coup du compteur de congés payés. Alors en règle générale, les congés payés sont acquis du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, mais vous pouvez également mettre en place un compteur de congés payés du 1er septembre au 31 août. C'est assez rare, mais je tenais quand même à le souligner. Pour rappel, on est sur une acquisition des congés payés sur des jours ouvrables. Donc, c'est 30 jours acquis à l'année, soit 2,5 jours par mois. Et on a souvent la question, donc les congés payés non pris, ils sont reportés sur le compteur de congés de l'année suivante, ils ne sont pas perdus, ils sont vraiment reportés.
Alors, sur le bulletin de salaire, la synthétisation des congés payés, on va se retrouver sur deux compteurs. On va avoir le compteur de congés N-1 et le compteur de congés N. Alors, l'année N-1, ça va être les congés payés de juin 2022 à mai 2023, qu'on va du coup ici retrouver. Là, en fait, on est à 31 parce qu'il y a encore des congés de l'année d'avant qui ont été reportés. Et ensuite, on va avoir les congés de l'année N, donc ce qui va être les congés en cours d'acquisition, c'est-à-dire de juin 2023 à mai 2024, donc qui va se finir dans quelques mois. Donc sur le bulletin de salaire, on va retrouver ici les congés acquis, les congés pris et du coup le solde, donc ce qui va rester à vos salariés à prendre. Donc voilà, je pense avoir terminé sur cette présentation. Alors, du coup, on va rester, tant qu'on est sur les congés payés, on a déjà une première question. Alors, juste pour une petite précision, de la même façon qu'on peut modifier la date de prise en compte des congés payés entre le 1er juin ou le 1er septembre, on a également la possibilité, là aussi, c'est pas quelque chose de forcément très courant dans les centres équestres, mais de calculer les congés en jours ouvrés, ce qui ne nous fait pas acquérir 30 jours, mais 25 jours par an. Voilà. Et je fais cette précision parce que justement la question qui nous est posée par Véronique, on va la lire tout de suite, peut-être on peut y répondre de plusieurs des manières. Donc la question de Véronique, et Maxime, tu me dis si tu y réponds ou si on le fait tous les deux. Donc Véronique nous dit bonjour. Pour les congés, comment se fait le calcul selon que le salarié prend par exemple 2 jours de congé, ça nous fait donc 2 jours de déduit, mais comment ça se passe quand un salarié prend une semaine complète? Donc en gros, quand on a un salarié qui va être, on va prendre un cas simple pour commencer, absent du lundi au dimanche, combien de jours de congé on décompte pour cette semaine? Et du coup, nous sommes sur des congés du coup ouvrables. Donc nous, on déduit principalement du lundi au samedi, donc 6 jours. Mais après, si votre salarié travaille le dimanche, on peut déduire du coup du mardi au dimanche. Voilà, en gros, quand vous avez une semaine complète, on va toujours considérer qu'il y a le jour de repos hebdomadaire obligatoire légalement qui ne sera pas décompté des congés payés. Donc, on va déduire pour 7 jours de congé, 6 jours du compteur de congé. Si on comptait en jours ouvrés, pour le coup, donc les jours ouvrés, c'est 5 jours de travail dans la semaine, on ne décompterait que 5 jours. Du lundi au vendredi. Voilà. Alors, ça, c'est le cas facile, on est sur une semaine complète. Si jamais vous avez des salariés qui s'absentent sur des congés qui sont à cheval sur 2 semaines, on va, si c'est toujours 7 jours d'absence, on considérera toujours un jour de repos. Mais faites attention, quand sur votre décompte, le décompte peut être un peu piège, entre guillemets, quand vous avez un salarié qui aurait 2 jours de repos dans la semaine. S'il prend des congés payés qui intègrent ces 2 jours de repos, il y aura quand même un jour de repos un jour de congé, pardon, qui lui sera décompté. Si on enchaîne, bonjour, une indemnité compensatrice de congés payés, entre parenthèses, fin de contrat, augmente-t-elle les montants du plafond mensuel en fonction du nombre de jours payés? Du coup, quand vous payez une indemnité de congé payé de fin de contrat, ça va rentrer dans le calcul de base pour les cotisations. Du coup, ça va vous augmenter les cotisations. On a 2 questions qui reprennent la même question. Si un salarié prend un jour où il travaille 5 heures, en gros, combien on décompte d'absence, j'imagine? Et donc la deuxième question qui s'y rattache, c'est si un salarié ne travaille qu'une journée à 4 ou 5 heures, il prend une journée intégrale de congé, point d'interrogation. Et du coup, oui, on décompte une journée de congés payés parce que nous, on ne décompte pas les congés payés en heures, mais en jours. Après, si ces 4 ou 5 heures sont travaillées que le matin ou l'après-midi, on peut déduire qu'une demi-journée s'y revient l'après-midi. Mais après, si c'est une journée complète de 5 heures, on déduit vraiment une journée de congés payés puisqu'on ne décompte pas les congés payés en heures, on décompte en jours. Voilà, donc en gros, que vous ayez un salarié qui travaille 1 heure, 5 heures ou 7 heures dans la journée, c'est bien une journée qui se défalque de son compteur de congés payés quand il prend la journée en entier. Véronique nous dit qu'elle va appeler le service paye car je ne sais même pas si actuellement les congés sont comptés en jours ouvrés. Alors là-dessus, donc c'est ce que vous souhaitez. Très bien. Maxime peut vous répondre tout de suite. Alors nous, par défaut, on applique les congés payés en jours ouvrables. Mais après, si vous souhaitez les passer en jours ouvrés, vous nous contactez et puis on pourra mettre en place les congés en jours ouvrés, mais à la prochaine période d'acquisition. Voilà, par défaut, on va compter en jours ouvrables et
si tout de même vous aviez un doute sur si vous aviez fait la demande de compter en jours ouvrés ou non, quand vous regardez votre compteur de congé N ou N-1, vous avez déjà un indice. Parce que quand on décompte en jours ouvrables, donc qui nous donne un résultat de 30 jours acquis, vous comptez 2,5 jours par mois. Alors que si vous comptez en jours ouvrés, comme on acquiert 25 jours, on ne sera pas à 2 jours et demi par mois, on sera un petit peu moins. On sera à 2,08. Ouais. Donc, il suffit de prendre votre dernier bulletin de salaire, enfin le bulletin du mois de janvier par exemple, pour savoir si dans la case congé de l'année N acquis, vous avez un compte, je ne sais pas si vous avez des jours qui sont comptés à raison de 2,5 ou 2,08. Oui, c'est ça. Alors, on a encore des questions qui arrivent. Alors, il y a beaucoup de questions, tant mieux. Concernant les primes, peut-on faire des différences entre les salariés du même coefficient? Oui, en fonction de l'ancienneté et des tâches réalisées, Voilà, alors la durée de travail. c'est ça. Les primes peuvent être modulées. Alors, ça, tout dépend de quel genre de prime on parle. Il faut faire attention parce qu'on peut avoir des primes prévues contractuellement qui, donc là, s'imposent de toute façon à l'employeur ou des primes qui sont exceptionnelles. Là-dessus, n'hésitez pas à contacter le service juridique pour qu'on puisse vous donner des réponses précises à vos questions. Une prime peut être éventuellement modulée selon des critères objectifs. On ne peut pas simplement dire j'aime un salarié plus que l'autre, donc je vais lui donner plus. Par contre, si on se base sur des critères objectifs comme la durée de présence dans l'entreprise, donc l'ancienneté, etc., on peut éventuellement faire varier un montant de prime. Tout dépend bien sûr de la prime, encore une fois. C'est une question assez précise. N'hésitez pas à nous contacter sur le service juridique. On enchaîne. Les salariés bénéficient bien de 2 jours de congés supplémentaires après 6 mois d'embauche. Du coup, oui, ils bénéficient bien de 2 jours de congés supplémentaires. Cependant, ils ne vont pas intervenir dans le compteur de congés payés. Ces 2 jours de congés supplémentaires, c'est vraiment à vous de les gérer et à vous de les donner à vos salariés. Il n'y a pas d'intervention sur le bulletin de salaire comme on a pu le voir dans la première partie où on déduit des jours et on indemnise. Là, vraiment, c'est vous qui les donnez à vos salariés. Pour reprendre l'essence de la question, pour que tout le monde comprenne bien pourquoi cette question, dans notre convention collective, en contrepartie de la possibilité de travailler les jours fériés, la convention collective prévoit que les salariés après 6 mois d'ancienneté puissent bénéficier de 2 jours de repos supplémentaires. Et donc la raison pour laquelle ils ne sont pas comptabilisés au titre des congés dans le compteur de congés, c'est que ce sont bien des jours de repos et non des jours de congés. Après, dans les faits, le résultat est le même, hein, c'est le salarié qui s'absente et pour lequel la rémunération est maintenue. Pour autant, en termes très juridiques, ce n'est pas tout à fait la même portée. Est-ce que cela est indiqué sur le bulletin congé, jour ouvrable ou jour ouvré? Ça, on a un petit peu répondu tout à l'heure. Non, quand on déduit en haut du bulletin de salaire, ce n'est pas marqué. Mais du coup, je sais pour vous, vous êtes en jour ouvrable. Du coup, vous êtes sur une acquisition de 2,5 jours par mois et du coup 30 jours à l'année. J'espère que vous aurez apprécié le talent de Maxime qui connaît ces dossiers sur le bout des doigts. Donc, pour répondre à Isabelle qui poursuivait sur la question des 2 jours supplémentaires, effectivement, au final, un salarié peut arriver à avoir 32 jours de congé, sachant qu'il y a 30, en comptant aux jours ouvrables, bien sûr, donc 30 jours de congé et 2 jours de repos supplémentaires. Alors, y a-t-il une différence entre cumuler des jours ouvrés et des jours ouvrables? Là-dessus, comme on l'a indiqué, le nombre de jours acquis va être différent puisque jour ouvrable, on acquiert 2,5 jours, jour ouvré, on acquiert 2,08. Pour autant, après, dans le décompte, la finalité est la même, un salarié a 5 semaines de congés payés à la fin de la période de référence. Parce que 30 jours, si on décompte 6 jours en jour ouvrable pour une semaine, ça nous fait bien 6 fois 5, 30. Et donc 6 jours fois 5 semaines, donc bien 5 semaines de congés payés. Et en jour ouvré, on a bien 5 jours qui sont décomptés par semaine, donc 5 fois 5, 5 jours fois 5 semaines, on est bien à 25. Donc en termes de temps de congé, les salariés n'y sont pas perdants. Après, c'est sur le décompte des absences où on peut jouer un peu sur la notion de jour ouvré, jour ouvrable. Bon, écoutez, on va laisser Maxime lire la question de Véronique, qui n'est pas une question. Merci. Après, je sais que vos collaborateurs sont réactifs, communicants, conviviaux, efficaces. C'est très gentil. Merci. Allez, c'était un petit temps. Alors, la prime Macron de 6 000 €, c'est que pour la première embauche ou la seconde aussi?
Alors, j'imagine qu'il y a une petite confusion sur la question, que la prime Macron, c'était une prime pour les salariés. Et là, j'imagine que la prime de 6 000 € à laquelle vous faites référence, c'est pour l'embauche d'apprentis. Oui, peut-être, oui. Et qui là, alors si c'est bien ça, vous nous reconfirmerez dans le chat, mais là, c'est la prime, elle est par contrat. Donc, que vous ayez un ou deux apprentis, vous multipliez par le nombre, enfin la prime par le nombre d'apprentis, C'est toujours la première année. et uniquement pour la première année de contrat. La prime d'ancienneté est-elle obligatoire, Maxime? Et oui, Malheureusement, heureusement. malheureusement pour les employeurs ou heureusement, oui, la prime d'ancienneté est obligatoire, du coup, à partir de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Pour la première année d'embauche, je voulais dire précédemment. Donc Véronique nous confirme bien, donc c'est bien les primes à l'apprentissage, et donc on a bien répondu à la question. Est-ce que les 2 jours de repos en plus après les 6 mois d'ancienneté peuvent être utilisés en repos compensatoire sans pour autant avoir fait travailler le salarié un jour férié, et est-ce 2 jours par an? Oui. Oui. Oui, donc oui, la convention collective prévoit ces 2 jours de repos, qu'on ait des salariés qui travaillent ou non les jours fériés. Et attention, c'est bien 2 jours de repos pour compenser la possibilité de travailler sur l'ensemble des jours fériés. C'est pas 2 jours de repos par jour férié travaillé, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc qu'on ait un salarié qui travaille ou qui ne travaille pas durant cette période peut bénéficier des 2 jours de repos supplémentaires chaque année. Donc Vincent Klein, en bon employeur, reprécise à Morgane qu'on est bien plafonné à 10%. Et donc oui, comme l'a dit Maxime tout à l'heure, quand on a 15 ans d'ancienneté, on ne touche que 10%, on touche 10% de prime d'ancienneté. De notre salaire de base. Alors, une question de Morgane. Si on souhaite donner par exemple 100 € pour aider un salarié pour ses frais d'essence quand ils habitent loin, dans quelle catégorie les mettre? Est-ce bien non soumis à cotisation? Alors là, on va avoir 2 réponses que Maxime va déjà faire la première réponse sur le salarié qui, en dehors de toute prime prévue par l'État, souhaite faire une prime, un geste pour le carburant. Du coup, cette indemnité sera en bas du bulletin de salaire, donc non soumis à cotisation, et elle sera ajoutée au salaire net, du coup. Alors ça, c'est pour la prime transport. Oui. Donc, bon, Maxime a pris le contre-pied de ce que je pensais. Donc, en fait, vous avez une tolérance pour aider de verser une prime transport, pardon. On va dire à vos salariés, cette prime transport, elle est limitée à un certain, enfin, c'était 200 €, ça a pu passer à 400 pour certains salariés. Donc, elle est limitée en argent et elle est effectivement, comme l'a dit Maxime, non soumise à cotisation. Donc, elle est intégrée directement en bas du bulletin. À côté de ça, si vous voulez excéder le montant toléré par l'État non soumis à cotisation, ce qui va excéder de ce qui est prévu par l'État, là pour le coup sera réintégré dans le salaire brut. Vincent nous dit que sa comptable ne veut pas de montant fixe pour une prime de transport. Vincent, je t'invite à nous contacter cet après-midi ou quand tu as le temps, mais il faut voir pour quelle raison la comptable ne veut pas, mais il y a bien une possibilité, les 2 cas sont possibles. Après, de toute façon, quand vous donnez de l'argent à un salarié, par des primes, qu'elles soient exceptionnelles, régulières ou pas, hormis les cas légaux, c'est toujours une possibilité de le faire et ça sera le plus souvent soumis à cotisation. Le gouvernement, l'État, le ministère du Travail peuvent prévoir des primes qui sortent du champ des cotisations, mais quand c'est des primes qui ne rentrent pas dans ces dispositifs-là, elles seront soumises à cotisation. Un salarié mineur en bac pro bénéficie-t-il de ces 2 jours par an de repos en plus ou seulement un salarié normal? Eh bien, de mémoire, c'est pour tous les salariés. Pour tous les salariés, oui. Qui ont 6 mois d'ancienneté. Alors, c'est 6 mois d'ancienneté à l'ouverture de la période de référence des congés. Donc là, par exemple, un salarié qui a été embauché en septembre, si les congés sont calculés au 1er juin, il aura bien les 6 mois d'ancienneté, mais du coup, les 2 jours de repos seront imposés ils seront comptabilisés à partir de la période de référence de congé. Un salarié qui travaille un ou plusieurs jours fériés n'a que 2 jours de repos en plus. Oui, en tout cas, c'est ce que prévoit notre convention collective. Libre à vous, si vous souhaitez instaurer un fonctionnement particulier chez vous, à rajouter des jours, mais attention, soyez bien vigilants si vous souhaitez octroyer ce genre d'avantages à vos salariés et faites-vous encadrer notamment par le service juridique si c'est vraiment une volonté. Alors, compensation financière sur les jours fériés. Maxime vous rappelait la règle pour le 1er mai.
Oui, alors il y a uniquement le 1er mai qui est majoré. Après, tous les autres jours fériés sont des jours fériés qui sont travaillés normalement. Donc, il n'y a pas d'indemnisation particulière. Donc, on reste sur, par exemple, si vos salariés travaillent le 25 décembre ou le 1er janvier, ce seront des jours normaux et il y aura un jour normal de travailler. Il n'y aura pas d'indemnisation en plus sur le bulletin de salaire. Vraiment que le 1er mai. Donc, si ça arrive le 1er mai, vous nous donnez, du coup, si on fait les bulletins de salaire, évidemment, vous nous donnez les heures travaillées le 1er mai. Et nous, du coup, on indemnise cette journée qui sera payée, du coup, doublement. Impeccable. Et donc, dernière précision sur les jours fériés, bien sûr, si le travail d'un jour férié fait naître des heures supplémentaires ou des heures complémentaires pour les salaires à temps partiel, il faudra bien sûr les prendre en compte également. Ah, alors bien sûr, on n'a pas lu tous les messages de remerciement parce qu'il y en a une quantité presque autant que vos questions. Merci à tous et à toutes pour vos retours. On a oublié de vous le repréciser en intro parce que ça a été un peu chaotique de lancer la visio, mais nous sommes tous là, donc tout va bien. Cette visio qui est très générale sur comment lire un bulletin de salaire est la première d'une grande thématique autour du service salaire. Donc Maxime se fera une joie d'animer de futurs, donc Maxime ou une autre personne du service salaire, hein, se fera une joie d'animer de prochains webinaires sur des sujets bien particuliers, enfin plus particuliers. On peut faire, on peut consacrer un webinaire sur les congés payés, un autre sur les différentes primes, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Mon commentaire, c'est peut-être un peu tard pour vous le dire, mais si vous aviez des thématiques que vous vouliez aborder, vous pouvez, ceux qui sont adhérents et utilisateurs du service salaire, envoyer un mail à votre gestionnaire pour nous faire remonter vos idées de sujets. Je laisse Maxime le soin de vous rappeler ses coordonnées si jamais vous aviez des questions. Du coup, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter du coup soit par mail, du coup à mon adresse mail paye, le chiffre 4, ghn.com.fr, ou par téléphone tous les après-midi sauf le mercredi après-midi au 02 36 14 71 04. Merci à tous pour votre attention et pour vos questions. Ben, merci à toi Maxime. Merci encore pour votre disponibilité et votre participation. On se retrouve très prochainement pour un nouveau webinaire et que ce soit un webinaire du service salaire ou une autre thématique.